Bonjour, alors deuxième partie sur le cours du cours sur les combustions. Nous allons voir dans cette partie différentes notions générales en rapport avec les réactions de combustion. Alors la première notion c'est le pouvoir calorifique. Alors le pouvoir calorifique c'est une grandeur qui caractérise les combustibles. Pouvoir calorifique, on le note PC. Alors sa définition est la suivante, c'est l'énergie libérée par 1 kg de combustible. Donc on fait brûler 1 kg de combustible, on mesure la quantité d'énergie qu'a libéré cette combustion, et cette énergie correspond au pouvoir calorifique. L'unité, donc c'est donc une énergie par kilogramme de combustible, on l'exprimera en joules par kilogramme. Voilà l'unité légale. Alors en fait, des pouvoirs calorifiques, il en existe deux. Il existe ce qu'on appelle le pouvoir calorifique inférieur, que l'on note PCI, I pour inférieur. Alors, au cours de ce pouvoir calorifique, pour calculer ce pouvoir calorifique, en fait, donc on réalise une réaction de combustion. On l'a vu précédemment, cette réaction de combustion va produire du dioxyde de carbone et de l'eau. La particularité, c'est que on va s'intéresser au cas où l'eau ici reste sous forme de vapeur d'eau, donc c'est-à-dire sous forme de gaz. Par exemple, je fais brûler un morceau de bois, j'ai une réaction de combustion, l'eau, alors la chaleur va faire que l'eau qui se dégage est sous forme vapeur, elle va se dégager dans l'atmosphère, je la laisse partir, je ne m'en occupe pas, et l'énergie que j'ai libérée, je la calcule, ça me donne le pouvoir calorifique inférieur. On définit aussi le pouvoir calorifique supérieur, on le note PCS, donc S pour supérieur. Alors la différence, c'est que la combustion, au cours de la combustion, pareil, j'ai du dioxyde de carbone et de l'eau, mais cette fois-ci, l'eau qui était formée sous forme de gaz, eh bien, je vais la recondenser sous forme liquide. Donc, par exemple, quand vous mettez un couvercle sur la casserole, quand vous faites chauffer vos pâtes, vous recondensez la vapeur d'eau sous forme liquide. Alors, cette condensation, puisqu'ici je fais un changement d'état de l'eau, j'ai une condensation, la particularité en fait, c'est que cette condensation, elle va aussi libérer de l'énergie. Donc cette énergie qui est libérée, va s'ajouter à la combustion du combustible que j'avais ici. Voilà pourquoi j'ai un pouvoir calorifique supérieur. La valeur du pouvoir calorifique supérieur, comme son nom l'indique, est supérieure à la valeur du pouvoir calorifique inférieur. Tout ça parce que je tiens compte de la recondensation de l'eau. C'est ce qu'on peut utiliser par exemple dans les chaudières à condensation. On va récupérer la condensation de l'eau, donc on récupère de l'énergie supplémentaire. Et ça, voilà, quand on tient compte de cette condensation, eh bien on a le pouvoir calorifique supérieur. Petite remarque concernant l'unité, je vous ai dit joule par kilogramme. Alors en fait ça on l'utilise essentiellement pour les substances solides. Pour les liquides et les gaz, on préférera non pas utiliser par unité de masse mais par unité de volume, donc que ce soit mètre cube ou litre. Et puis une énergie en joule, je vous rappelle qu'une énergie en joule, on peut aussi l'exprimer en wattheure ou en kilowattheure. Donc il est possible de rencontrer des pouvoirs calorifiques en kilowattheure par mètre cube ou kilowattheure par litre. Je vous rappelle deux choses. Je vous rappelle que 1 wattheure c'est 3600 joules. Et je vous rappelle aussi que pour passer des kilogrammes en mètre cube, donc une masse en volume, on utilise la masse volumique qui se note ρ. Définition de la masse volumique, masse divisée par volume, masse en kilogrammes, volume en mètre cube et une masse volumique en kilogrammes par mètre cube. Voilà, donc avec des produits en croix, vous pouvez très facilement passer de ces unités-là, kilowattheure par litre à joule par kilogramme. Voilà pour le pouvoir calorifique. Deuxième notion importante qui est en rapport avec ces notions de combustion, c'est le bilan carbone. Alors on l'a vu précédemment, les réactions de combustion libèrent du dioxyde de carbone. Donc quand j'étudie la combustion d'une substance, je dégage du dioxyde de carbone. Et bien en fait, maintenant on fait très attention aux quantités de dioxyde de carbone qui sont libérées. Pourquoi ? Parce que le dioxyde de carbone, c'est un gaz à effet de serre. Donc le gaz à effet de serre, en abrégé GES. Donc participe évidemment au réchauffement climatique. Donc comme on fait tout
actuellement pour limiter le réchauffement climatique, eh bien on essaye de limiter justement les dégagements de dioxyde de carbone. Donc on fait attention aux quantités de dioxyde de carbone qui sont libérées au cours des réactions de combustion. Ces quantités, elles sont très importantes quand les combustibles qu'on utilise sont des combustibles, ce qu'on appelle fossiles. Donc les combustibles fossiles, hein, c'est pétrole, donc tout ce qui est à base de résidus organiques, hein, pétrole, le fioul, le charbon, etc. Donc ça, ce sont de très gros, vont dégager de très grandes quantités de dioxyde de carbone. Alors maintenant on fait des bilans carbone, c'est-à-dire qu'on peut faire des bilans carbone un peu sur tout et n'importe quoi, hein, sur les objets qu'on utilise, c'est-à-dire quelle quantité de dioxyde de carbone a été dégagée lors de la fabrication de n'importe quel objet, ou même tout simplement pour une habitation. Pour une habitation, on va faire, alors ce qu'on fait donc on fait ce bilan carbone, hein, et en fait on va pouvoir exprimer pour les habitations la masse de dioxyde de carbone, donc qui pourra s'exprimer donc en kilogrammes de dioxyde de carbone, qui a été dégagé pour fabriquer 1 mètre carré d'habitation, et tout ça pendant 1 an. Autrement dit, si j'ai une habitation quelconque, je m'intéresse à 1 mètre carré de cette habitation, on va s'intéresser à plusieurs choses. D'abord, les matériaux qui vont constituer ce mètre carré, et dans l'élaboration de ces matériaux, quelle est la quantité de dioxyde de carbone qui a été dégagée pour la fabrication de ces matériaux. Et tout simplement, ce mètre carré, il faut le chauffer. Et pour le chauffer, pareil, quelle quantité de dioxyde de carbone est dégagée pour chauffer ce mètre carré d'habitation en une année. Donc vous voyez, on fait tous ces calculs et on ramène ça en kilogrammes de dioxyde de carbone, donc par mètre carré et par an. Et selon la valeur que l'on va obtenir ici, eh bien on va attribuer une lettre, donc un classement, une lettre, hein, qui va de A jusqu'à, ça peut aller jusqu'à G, hein. Donc A, évidemment, un très faible dégagement de dioxyde de carbone, et G, l'habitat, évidemment, qui dégage le plus, donc qui n'est pas très écologique, et qui n'est pas très favorable au développement durable. Voilà pour ces notions de bilan carbone. Alors on pourra faire ça en exercice, ça se calcule, on peut le calculer assez facilement. Dernière partie concernant les combustions, ce sont évidemment les dangers. Dangers des combustions. Alors il en existe évidemment de différents types. Le premier danger qu'on va pouvoir rencontrer, c'est l'intoxication au monoxyde de carbone. Alors le monoxyde de carbone, c'est un gaz qui a pour formule chimique CO, qui a la particularité d'être invisible, inodore, incolore. Le problème, c'est que quand on le respire en très grande quantité, il peut devenir mortel. Alors, qu'est-ce qui va causer ce dégagement de dioxyde de carbone? Eh bien, c'est quand les combustions sont incomplètes. Alors, une combustion incomplète, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il manque du dioxygène pour réaliser ces combustions complètes. Alors, comment on repère une combustion incomplète? Ça se repère assez facilement. Si vous avez une flamme par exemple, eh bien la flamme est jaune-orangée. À chaque fois que vous avez une flamme qui est jaune-orangée, la combustion est incomplète et vous avez forcément un dégagement de monoxyde de carbone. Donc il faut évidemment que ce monoxyde de carbone soit évacué avec les gaz de fumée. Si ce n'est pas le cas, vous risquez d'avoir une accumulation de monoxyde de carbone dans une habitation, et donc de respirer ce monoxyde de carbone et d'être intoxiqué. Si personne vient vous secourir, vous pouvez, le risque c'est la mort, hein, évidemment. Le autre danger concernant les combustions, évidemment s'il y a des flammes, il va y avoir un risque, et ce risque c'est le risque d'inflammation, voire même parfois un risque d'explosion. Dans certains cas, les quantités de combustible et de comburant font qu'on peut être dans des conditions où il va y avoir une déflagration et une explosion. Donc voilà les dangers principaux des réactions de combustion. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut se protéger de ces dangers? Eh bien, on peut faire de la protection et de la prévention. Alors, la première chose, la prévention. Comment prévenir des dangers des combustions? La première chose à faire quand on a des appareils qui utilisent des réactions de combustion, c'est évidemment avoir un entretien régulier de son système de chauffage. Donc un entretien régulier, justement, pour être sûr que l'apport en dioxygène est suffisant.
hein, donc que les conduites ne sont pas obstruées, un ramonage de cheminée pour éliminer les gaz, bon, etc. etc. Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas boucher les aérations, donc il faut avoir évidemment un système d'aération des pièces et que cette aération soit en bon fonctionnement. Si vous avez une cheminée ou un insert chez vous, vous avez forcément des arrivées d'air, parfois au-dessus des fenêtres. Il ne faut pas boucher ces aérations, même si c'est de l'air frais. Cette aération est prévue pour votre système de chauffage. Alors maintenant, la protection, comment se protéger des dangers des combustions. Alors là, il existe pas mal de choses. Évidemment, des alarmes. Alors en général, ces alarmes, elles sont reliées à des détecteurs. Alors des détecteurs de fumée. Je vous rappelle que c'est obligatoire maintenant dans les logements. Détecteurs de fumée. Vous pouvez avoir aussi des détecteurs de monoxyde de carbone. C'est un petit peu plus cher. Parfois, vous avez des détecteurs qui font les deux, fumée et monoxyde de carbone. Bon, c'est deux choses quand même différentes. Un détecteur de fumée, si vous poncez du bois près d'un détecteur de fumée, le détecteur de fumée va se mettre en route. Même si c'est pas vraiment de la fumée, s'il y a de la poussière, il va se mettre en route. Il va vous indiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le détecteur de monoxyde de carbone, lui, fait vraiment une mesure de monoxyde de carbone. Et puis évidemment, ça veut dire qu'il faut avoir à proximité des extincteurs, ou en tout cas un système qui va pouvoir apporter de l'eau. Dans certains immeubles, c'est ce qu'on appelle des robinets d'incendie armés. Donc ces espèces de grands tuyaux rouges qui sont reliés directement à une arrivée d'eau. Robinet d'incendie armé, en abrégé RIA. Voilà, vous voyez ça de temps en temps, des locaux, un local RIA dans un immeuble par exemple. Et puis, si vous n'avez pas de RIA, parfois dans certains logements, dans certains bâtiments publics, vous avez carrément des sprinklers, c'est-à-dire donc un système qui est directement fixé au plafond et qui va envoyer de l'eau directement dans les pièces. Voilà pour cette dernière partie sur les combustions. Et bien écoutez, d'ici le prochain cours, je vous dis à bientôt.